Tu vois ce trader mangeant ses petites nouilles instantanées dans son tout petit appartement? Eh bien, il ne paye pas des mines, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Takashi Kotegawa. This guy made $34 million. He nailed it perfectly. Et ce trader-là, il est passé littéralement de 13 000 $ à 150 000 $ en l'espace de quelques années. Je pense que tu as beaucoup d'enseignements à tirer. Ou peut-être pas d'ailleurs, tu comprendras pourquoi je dis ça. Mais cette personne est née le 5 mars. En 1978, dans la ville d'Ishikawa, j'espère que je prononce bien, dans une ville qui est d'ailleurs toute proche de Tokyo. À sa vingtaine, il décide tout simplement de déménager dans une célèbre ville qui s'appelle Osaka. Peut-être que tu connais d'ailleurs, ça a l'air assez sympa. Bref, mais c'est pas le sujet. Il y allait pour réaliser tout simplement ses études. Mais contrairement à ce que tu peux penser, malgré le fait qu'il ait connu une grosse réussite en trading, eh bien, c'était un élève qui n'était pas spécialement modèle en fait. Il ne se démarquait pas nécessairement, il n'avait pas de talent quelconque ou de niveau scolaire hors norme, mais finalement c'était un élève qu'on catégorisait de normal, avec une vie normale tout simplement. En 1998, la vie de Takashi va prendre un nouveau tournant. Et tu sais pourquoi? Parce que ce trader, il va tomber sur une série télévisée qui était en rapport avec la télé japonaise et sur le parcours atypique d'un trader. Et d'ailleurs, tu veux savoir c'était quoi le nom de l'épisode qu'il a regardé sur cette fameuse série? C'était le premier épisode. L'homme qui a perdu 50 millions de dollars en un jour. Je sais pas à quel point, à quel niveau de folie il était ce mec pour se dire tiens, ça a l'air intéressant. Plus sérieusement, cet épisode-là, il mettait en avant un certain Victor Niederhofer, j'espère que je le prononce bien. Je vais mettre sa petite photo juste ici. Et ce trader-là, il a connu un énorme succès, mais comme tu t'en doutes, à son titre d'ailleurs, il a perdu beaucoup d'argent. Lui, il négociait les futurs et les indices, et je le précise tout de suite, c'était pas exactement le même trading à cette époque-là que vous connaissez, mais ceci dit, il y a quand même des enseignements à tirer, donc reste bien jusqu'à la fin. Malgré une énorme richesse et réussite sur les marchés, ce trader-là, il va quand même tout cramer. Tu vois, comme quoi, personne n'est à l'abri. Et ça lui a d'ailleurs valu la fermeture définitive de son fonds d'investissement. Selon moi, Takashi, ce qu'il en a tiré, c'était plutôt l'ascension, comment il a fait pour atteindre un super fonds d'investissement, comment en tant que trader, il a réussi à générer des dizaines, voire même des centaines de millions, ce fameux Victor. Et c'est sur ça qu'il voulait vraiment appuyer. Une petite précision qui est importante pour toi qui regarde cette vidéo, à l'époque des années 90, quand on se rapproche des années 2000, il n'y avait pas les ressources comme vous pouvez les avoir aujourd'hui, telles que ma chaîne YouTube par exemple, ou telles que des livres, ou telles que tout simplement des informations aussi détaillées. Et comme je viens de vous le dire précédemment, les marchés n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Donc autant te dire que pour se former en trading à l'époque, certains d'entre vous, vous trouvez des excuses peut-être, mais imaginez à ce moment-là, où il n'y avait même pas de livre, rien. Mais ça, Takashi, il s'en fiche un petit peu, je t'avoue. Quand il a une idée en tête, c'est le genre de mec qui va à 200%, ou alors il préfère ne pas y aller. Ça fait un sacré point commun avec moi, n'est-ce pas? Bon, bref. Juste pour te donner une idée de son emploi du temps, à quel point il était déterminé, le mec faisait un travail alimentaire, ok, qui ne le plaisait pas du tout, c'est lui-même qui le dit, il travaillait de nuit, il travaillait le week-end et il travaillait la semaine. Et dites-vous que le matin, après ce boulot de nuit, eh bien, il retournait faire ses études, histoire d'avoir un plan B. C'était pas des études en finance, je le précise tout de suite. Donc dites-vous que ce fameux Takashi, lui, son dada, c'était pas trop d'aller en boîte de nuit, d'aller kiffer, comme le fait beaucoup d'ailleurs de personnes à cet âge-là, mais c'était plutôt de développer une compétence qui pourrait littéralement changer sa life. Et le premier gros enseignement que tu as à tirer de cette personne-là, c'est comment il a commencé sans même avoir de formation. Il a eu la logique de chercher des schémas qui étaient répétitifs. À l'époque, c'était sur des actions japonaises, c'est là où il a voulu s'expertiser tout simplement. Puisqu'il s'était rendu compte que le fameux Victor dont on a parlé précédemment s'était enrichi dans son pays par rapport justement à des futurs, des indices qui étaient reliés à l'Amérique. Et sa compréhension de marché évoluait. Et il avait compris également qu'il fallait tout simplement repérer des schémas de répétition sur les marchés afin d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un plan de trading, tout simplement, avoir sa stratégie. Et dites-vous que le gros enseignement à tirer, c'est qu'il a fait ça pendant 2 ans en intensif, sans même se lancer sur les marchés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de détermination. Le mec, il a un boulot le soir, le mec, il retourne en études le matin, et en plus de ça derrière, il se met à fond en trading, et il se dit qu'il va pouvoir réussir dans ça, alors qu'il n'y avait aucune statistique de son côté et qu'il ne faisait même pas d'études là-dedans. Grâce à ce fameux boulot alimentaire qu'il a fait, il a réussi à mettre la somme de 13 000 $. Alors certains vont dire, mais c'est magnifique, c'est quand même beaucoup. Moi, je ne peux pas commencer avec 13 000 $. Peut-être, mais ce que tu oublies, c'est qu'aujourd'hui, tu as par exemple accès à des propres firmes et tu peux te faire financer. Donc tu peux même avoir un accès à 25 000 pour juste quelques centaines d'euros. Mais bon, j'en ai fait une vidéo YouTube. D'ailleurs, si vous voulez la regarder, vous pouvez directement. Elle sera dans la description. Qu'est-ce que les propres firmes? Comme ça, au moins, vous serez au courant.
Sachez qu'au début des années 2000, le marché est principalement bearish, ce qui signifie baissier. Et c'est un détail qui est extrêmement important puisque ce trader-là, donc Takashi dont je suis en train de te parler, on va lui donner un surnom, bien sûr quand il sera de renommée, quand ça sera un trader de renommée, et ça sera tout simplement Bedroom Bearish Day Trader. Donc bearish, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement bear. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Pourquoi, à votre avis, on dit bear, donc pour dire, j'ai un accent pété, hein. Pourquoi on dit bear tout simplement quand ça chute, et on dit bull quand ça monte? Vous avez 2 secondes. Et n'allez pas chercher sur Internet. Eh bien, tout simplement parce que l'ours a pour habitude d'attaquer par le bas et le taureau par le haut avec ses cornes. Un symbolise la hausse, l'autre la baisse. Merci à une de mes élèves de l'académie, Adèle, de m'avoir donné cette anecdote. Maintenant, je vais l'utiliser partout. Chose que je n'ai pas précisée et qui est un détail extrêmement important, mais Takashi cherche exclusivement à se positionner sur les actions qui sont sous-évaluées durant cette période de début de crise, on va dire en quelque sorte. C'était même totalement une crise puisqu'on appelle ça la décennie perdue au Japon. En fait, c'était tellement baissier, le marché était rouge comme sang, que toutes les actions chutaient tout simplement et on avait très peu de remontées. Sa stratégie, on va la détailler un petit peu plus pour que tu puisses comprendre. Elle reposait sur un seul et unique concept. Comme énoncé, lui, ce qu'il aime, c'est acheter les creux sur des actifs qui sont un petit peu sous-évalués et surtout profiter des temps de crise. Un petit peu comme Warren Buffett, comme il dit tout simplement, l'argent des impatients va dans la poche des patients. Voilà, en moins je te l'illustre. Donc lui, sa manière de faire, c'était tout simplement d'utiliser des moyennes mobiles, d'accord? Et il attendait qu'une action chute de minimum 20 à 35%. Et dès qu'il y avait des confluences qui repartaient haussières, malheureusement, je n'ai pas les détails exacts de cette prise de position-là, mais c'était sa manière de se positionner. Il achetait massivement dessus. En gros, il attendait une énorme chute avec un rejet en dessous d'une certaine moyenne mobile et il s'était rendu compte que l'écart type parfait pour lui, c'était 20-35. Je crois qu'on appelle ça l'écart type, mais en tout cas, c'était ça. Mais comme tout bon trader, il a connu cette fameuse phase de stagnation, tu t'en doutes bien, et peut-être que tu passes par là. Sa stratégie, elle semble certes mécanique, mais au final, les performances n'étaient pas vraiment là ou pas attendues. En fait, si tu veux, il commençait à faire quelques euros, mais il stagnait et il était loin de ce fameux cap, des fameux millions qu'il avait vu sur le reportage de Niederhofer. Mais tu sais quoi? Je pense que tu commences à le connaître, ce fameux Kotegawa. Et il est tellement déterminé qu'il ne va pas lâcher et il va encore plus pousser ses datas. Et ça, encore une autre chose que tu peux prendre de ton côté comme valeur, mais il poussait tout le temps ses analyses. En fait, il faisait des analyses approfondies de chacune de ses données et de ses prises de position. Et grâce à cela, il a réussi à peaufiner sa fameuse stratégie. Grosso modo, sa stratégie était très bonne dans la forme, mais dans le fond, il fallait l'optimiser. En plus de ça, au niveau du timing, on arrive sur la bulle Internet. Et c'est à ce moment-là où il est encore plus concentré sur les différentes opportunités et forcément beaucoup vont naître et donc par conséquent beaucoup plus de fenêtres de tir pour ce trader. 2001, l'effondrement des penny stocks pour ceux qui ne le savent pas aux USA. Le marché ne pouvait pas être plus extrême qu'en baisse à ce moment-là. C'était vraiment rouge sang les gars, pour juste vous dire. Et là, il a commencé justement à déroger à sa fameuse règle d'écart type, vous savez, les fameux 20-35%. Mais il allait plutôt sur quelque chose à 65% de chute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était littéralement le double en termes de chute. Et je pense que là, certains ça va vous faire sourire, mais je pense qu'il n'est pas très exemplaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est grâce à ça qu'il a passé le cap des fameux millions de dollars. En fait, il a acheté tout simplement sur le marché américain, alors que de base, dans son plan, il n'allait que sur les actions qui étaient japonaises. Et en plus de ça, il a profité d'un temps de crise, mais comme beaucoup d'ailleurs. Après, c'est pas du trading à proprement parler comme vous pouvez l'entendre, mais il s'était dit, et je pense qu'il avait fait une grosse analyse très approfondie pour comprendre que dans tous les cas, pour vous vulgariser, ça va remonter tôt ou tard. C'était beaucoup trop surévalué. Et c'est là où il a pris beaucoup plus de risques, mais mesuré, je ne pense pas. Donc c'était peut-être un peu une connerie. Sur ce coup-là, il s'en sort bien. Il monte et il passe le cap du million de dollars. Et je pense que tu veux très certainement savoir exactement comment il a pu passer sur les 10 millions. Et bien justement, à ce moment-là, sa stratégie était simple. Il y avait des actifs de base, donc on va faire une superbe métaphore pour ceux qui connaissent un peu plus l'univers des crypto-monnaies. Tu vois, les principales vont être le Bitcoin, le Solana, l'Ethereum, pour ne citer que. Enfin, c'est même d'ailleurs les principales. Et tu sais, il y a également les altcoins. Eh bien, c'est exactement la même chose en action. Quand il y a tout qui est en chute, c'est l'ensemble. Et puis, il y aura les principaux qui vont réaugmenter. Et enfin, il y aura, on va dire, les actions un petit peu plus alternatives, celles qui sont moins tradées. Et c'est sur ça
que lui, il va justement mettre son focus. Il va en acheter massivement. Et encore une fois, il va respecter sa stratégie où ça va dépasser, enfin pas vraiment du coup, comme je vous l'ai expliqué, parce que là les chutes étaient beaucoup plus importantes, il y avait plus au-delà des 65% de pertes, plus un rejet sur sa fameuse moyenne mobile, et il rachetait en masse. Mais pas sur les principales sur lesquelles tous se concentraient. Donc forcément, d'un point de vue capitalisation, eh bien, il avait aussi certainement plus d'opportunités. Et également, le potentiel de multiplicateur était beaucoup plus élevé, mais le risque était proportionnel à ça. C'est un risque qu'il a accepté de prendre, mine de rien. Et donc, il arrive à 10 millions de dollars. Maintenant, tu dois te demander, mais attends, au début de la vidéo, tu m'as dit qu'il est passé à 150 millions. Et t'inquiète pas, je vais tout expliquer et tu vas voir à quel point il a eu un code de triche littéralement, il a réussi à s'en sortir extrêmement bien sur ce coup-là. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses quand même qui vont être exemplaires qu'on verra en fin de vidéo, mais pas l'ensemble non plus. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de JCOM Holdings, ok? Donc retiens bien ceci parce que c'est avec cette entreprise cotée en bourse là que justement d'ailleurs à l'époque, il y a eu la plus grosse chute historique d'une action qui n'a jamais été enregistrée. Et tu commences à connaître notre Takashi, et lui, quand il y a des chutes comme celle-ci, il a le nez fin. Et il sait qu'il faut y aller et qu'il faut sauter sur l'opportunité. Pendant que certains se disent « mais c'est pas possible, il n'y a plus d'argent à faire ». Lui, c'est tout l'inverse, c'est là où il va mettre le plus de focus. C'est un petit peu comme ceux qui disent en crypto, c'est les soldes, etc. Il y a eu une grande banque d'investissement qui s'appelle Mizuho Securities, et donc qui a vendu pour 610 000 actions à moins d'1 centime. Sauf que, comme tu l'as deviné, en fait, c'était pas du tout l'objectif, et c'était un grand trader qui avait fait une énorme erreur, d'accord? Donc lui, comme tu l'as deviné, notre taupe, notre côté Gawa, il renifle toujours les bonnes affaires. Lui, il sait comment faire des multiplicateurs x10. Et tu t'en doutes bien, il n'était pas loin. Donc grosso modo, je vais t'expliquer. C'était une énorme erreur qui a permis donc à Takashi d'obtenir l'équivalent de 49% des parts de la société, puisqu'il a tout racheté quand c'était au plus bas. Et oui, un petit peu comme toi, si tu oublies ton stop loss, tu vois. Eh bien là, c'est exactement ce qui s'est passé pour ce fameux trader de la Mizuho Securities. Et je suis quasiment certain que beaucoup d'entre vous, ça vous arrive de perdre des capitaux comme ça. C'est pas pour vous tirer dessus, je suis passé par là aussi. Et dites-vous que dès le premier soir, après avoir vu cette erreur-là, eh bien la société, elle décide tout simplement de racheter l'équivalent de seulement 1000 actions. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu pour faire un fake mouvement. C'est-à-dire, ils veulent falsifier comme si ça va remonter d'eux-mêmes pour que les investisseurs reviennent dessus, qu'ils rachètent en masse et que ça ne soit pas eux qui doivent perdre et investir tout simplement leur argent pour faire remonter le prix. Mais notre côté Gawa, il est beaucoup trop déterminé et lui, il va rester en position et il décidera de surtout pas vendre et garder ses 49% de part. Plutôt que de mettre des années à rattraper ces fameuses erreurs, Mizuho, tu sais qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide donc de contacter Beer Bedroom Day Trader et ils ont conclu un deal ensemble. Et juste pour te la faire courte, c'est l'équivalent de 2 milliards de yens de l'époque qui ont été échangés, donc on est à peu près à 10 millions sur un seul trade qui a été réalisé. Quand on dit un seul trade, c'est sur une seule et unique transaction, puisqu'il a racheté en masse, comme je te l'ai dit. Moi, je sais pas pour vous, mais 10 millions en un seul trade, je me prends des petites vacances quand même. Je suis un bosseur, mais là, 10 millions, bon, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire avec tout cet argent, n'est-ce pas? Bref, tous les yeux, ils sont rivés sur notre fameux Takashi. Il reçoit des tonnes de demandes, et vous savez ce qu'il leur répond à tous? Plus sérieusement, il justifiait ses refus parce que tout simplement, il n'est pas là pour l'argent. Lui, depuis le début, ça le passionnait en fait de faire des opérations comme celle-ci. Ça le passionnait d'avoir un train d'avance. Peut-être que, certainement, alors ça c'est mon interprétation, mais peut-être qu'il n'était pas très satisfait de la personne qu'il était auparavant durant sa scolarité. Et il s'est dit, je vais pousser le truc à fond et je vais m'expertiser dans un seul domaine. Ou peut-être que juste il s'est pris de passion. En tout cas, lui, de ce qu'il a exprimé, c'est par pure passion qu'il l'a fait. Et là, vous devez vous dire, mais c'est terminé, n'est-ce pas? Non, mais c'est forcément fini là. Eh bien, absolument pas, parce que Takashi revient dans force en 2008. Et 2008, je pense que vous savez ce que c'est, la fameuse crise économique mondiale. Bon, tu vas te dire, mais il y a un peu de temps quand même qui sont passés. Oui, mais n'oublie pas, à chaque fois qu'il y a des crises, il est là. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'il ait fait du cash pendant le Covid, mais maintenant il est un peu plus discret. Cette fois-ci, je t'en doute bien, il a eu le temps de faire fructifier son capital, il a eu le temps de certainement faire des investissements un petit peu diversifiés. Et tu sais qu'est-ce qu'il décide de faire? Sur une seule et unique transaction, il décide d'investir tout simplement 6,5 millions de dollars sur des actions qui ont perdu l'équivalent de 73%. Et tu vois, cette fois-ci, ça ne se passe pas exactement comme prévu parce que la crise était quand même assez balèze pour vulgariser un petit peu la chose. Et donc, il est resté longtemps en ce qu'on appelle drawdown, c'est-à-dire en perte latente. Mais notre vaillant, lui, il n'a pas froid aux yeux. Je pense que vous commencez un petit peu à le connaître maintenant dans cette vidéo. Il a une seule et unique stratégie, il est déterminé, et lui, quand il voit le marché rouge comme ça, il se dit, il faut y aller x2. Et à ce moment-là, c'est l'indice japonais Nikkei qui continue sa chute, sans forcément connaître de correction. Côté Gawa, expliqué par lui-même qu'à cette époque-là, eh bien, quand tout le monde était justement vendeur, quand tout le monde avait peur, et c'est souvent quand la peur prédomine que lui, il prend le plus de position, et il explique justement, dans des interviews qui ont été données,
que tout simplement c'est là où il a eu le plus de confluence pour encore plus racheter. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, sur ce coup, je sais pas si c'est forcément le plus optimal, mais d'un sens, ce mec-là pèse quand même pas mal de centaines de millions, donc peut-être qu'il est bon conseiller aussi. Et d'après les informations que j'ai réussi à retrouver, eh bien c'est lorsque justement on a connu ce fameux repli et qu'on est retourné chercher de nouveau plus haut, qu'il a conservé ses positions pendant des semaines et des semaines, et c'est grâce à cela qu'il a passé justement ces fameux caps de centaines de millions. Entre 2014 et 2021, il décide de totalement sortir des radars, se faire discret. En même temps, quand t'as empoché autant, je pense que j'arrive à le comprendre d'une certaine manière. La seule chose qu'on a et les seules infos qu'on a désormais, c'est tout simplement qu'il est propriétaire de beaucoup de bâtiments commerciaux dans tout le Japon et qu'il a diversifié ses revenus. Maintenant, tu dois te dire, mais waouh, c'est incroyable, c'est quoi ce parcours? Le mec n'avait pas du tout froid aux yeux. Effectivement, il était à fond. Effectivement, il a étudié pendant des années avant de réussir, et ça, c'est un point important. Il a conservé son plan malgré tout, j'ai envie de dire à 50-50. Oui et non. Sur la base, c'est vrai, mais il n'a pas totalement respecté sur tous les volets. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est la patience et la détermination. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère également que ce format-là, qui n'est pas habituel sur ma chaîne YouTube, t'a plu également. De mon côté, c'était super. N'hésitez pas à directement me faire un retour dans les commentaires. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir un petit peu plus d'infos sur qui suis-je, eh bien, vous allez trouver directement des choses qui sont dans la description. Sur ces bonnes paroles, on se dit ciao tout le monde, c'était un plaisir.